Magnifique, magnifique. On y va. Eh bien bonjour, donc merci de m'avoir invité. On va parler de liberté de procréation face aux défis écologiques. Ça marche, oui. Alors on aimerait bien que cette histoire de liberté de procréation soit vraiment une liberté individuelle, mais forcément se posent des questions, notamment la liberté des uns s'arrête où commence celle des autres, et en particulier sur le sujet écologie. Attendez, ça a bougé, c'est bon. Sur le sujet écologie, on a deux grandes questions qui sont d'une part que faire naître un enfant, eh ben, c'est l'imposer au monde, et faire naître un enfant, c'est lui imposer le monde. Donc ce n'est pas purement une question personnelle. Et cette première question sur imposer au monde, elle a deux grands angles, un angle sociétal par lequel on va commencer, et un angle individuel. Alors, sur cet angle sociétal, quelle liberté de procréer si nous sommes trop, avec plein de guillemets, sur Terre? C'est une question qui a un long historique. Pourquoi est-ce que ça ne passe pas? Je ne sais pas. Il ne veut pas passer les diapos. Alors, c'est une question qui a un long historique, qui commence dans l'Antiquité, avec par exemple les réflexions de Platon qui étaient déjà sur l'écologie, qui trouvait qu'il n'y avait plus trop de bois sur les forêts d'Athènes, sur les collines d'Athènes, parce que tout le monde coupait. C'est une question qui a été très populaire au XVIIIe, XVIIe, XVIIIe siècle, où les premiers économistes ont remarqué que la population humaine était forcément limitée par les quantités de nourriture, et on en retient aujourd'hui cette figure de Malthus qui en a tiré une loi politique, qui est d'abord politique, qui est que si les pauvres sont à la limite de la survie, et si on les aide, il y aura plus de pauvres et ils seront toujours à la limite de la survie. Et donc ça sert à rien de les aider. Et donc ça, c'est quelque chose qui a beaucoup influencé la politique. Aujourd'hui, on parle beaucoup de ce sujet de la population par rapport à l'environnement. Ça date principalement des années 60-70, au moment où l'écologie est devenue un sujet de société et où des gens comme Paul Ehrlich ont remarqué que la population humaine était en train d'exploser et que forcément ça devait avoir un impact. Et donc vous avez peut-être entendu ce terme de bombe population, qui était un des premiers grands best-sellers de l'écologie, livre de Paul Ehrlich, où il présente, qui est une sorte de pamphlet, où il dit que la population humaine va exploser, que ça va très mal se passer, qu'il va y avoir des milliards de morts, et que la seule solution, c'est de laisser tout le monde mourir dans les pays pauvres, parce que de toute façon ils sont condamnés, et dans les pays riches, de stériliser fortement les gens. Voilà, on y est, merci. De stériliser tout le monde parce que c'est un impact important. C'est toujours le cas aujourd'hui. Ça n'a pas, reste toujours un argument populaire. Donc, par exemple, qui est repris par plein de gens comme Nicolas Sarkozy, qui va vous dire récemment que le plus grand choc mondial, c'est la démographie, que c'est la première source de pollution. Alors c'est vrai que quand on regarde les chiffres, donc ça c'est la population humaine depuis les débuts de l'agriculture, on a l'impression que ça explose, que ça va crever le plafond. On est 8 milliards officiellement, avec quelques centaines de millions d'incertitudes depuis 2022. En fait, quand on zoome sur cette courbe et qu'on regarde comment on va évaluer, on se rend compte d'une part que cette courbe s'aplatit et d'autre part que cette population elle est partie pour se stabiliser. Alors elle va se stabiliser dans les grandes lignes, entre 10 et 11 milliards d'habitants, et entre 2050 et 2100. Pourquoi est-ce qu'elle se stabilise? On a ce phénomène qu'on a parlé, qui est la transition démographique, qui est ce passage d'un monde à l'autre, d'un monde qu'on peut qualifier de malthusien, où on a une forte natalité, une forte mortalité. Par exemple, la France d'il y a 200 ans, où il y avait 5 ou 6 enfants par femme, à un monde aujourd'hui où on a une faible natalité, faible mortalité. Et forcément, quand on passe de l'un à l'autre, c'est généralement la mortalité qui diminue en premier, et donc cette période transitoire, la population augmente. Où en est le monde dans sa transition démographique? La majorité du monde a moins de 2 enfants par femme.
donc qui est le seuil de stabilité. Où est-ce qu'elle n'est pas encore finie? Eh bien, très majoritairement en Afrique, même en Afrique intertropicale, et un petit peu dans quelques pays plus pauvres en Asie, comme l'Afghanistan, le Pakistan, etc. Cette distinction, elle est très importante dans le pays. Pourquoi? Alors parce que quand Bill Gates entre dans un bar, en moyenne, tous les clients sont milliardaires. Si Bernard Arnault était parmi nous, en moyenne, on serait tous milliardaires. Qu'est-ce que ça nous dit sur la richesse des uns et des autres? Pas grand-chose. Alors malheureusement, quand on parle de population mondiale et de 8 milliards d'habitants, c'est ce qu'on fait. On compte pour un le milliardaire américain et l'Indien d'Amazonie. Et on voit bien que ça compte pour un. Et en termes d'impact écologique, ils n'ont absolument rien à voir. Et donc, quand on mesure cet impact écologique, donc là, sur les émissions de CO2, on se rend compte que, en fait, les 10% les plus riches sont responsables de la moitié des émissions. Alors, les 10% les plus riches, je pense qu'on est à peu près tous dedans dans la salle, hein. Mais la grande majorité de l'humanité, en fait, pollue très peu. Et tous ces pays qui ont une forte fécondité, en fait, ils sont tout en bas. Et ils sont tout en bas, c'est pas un hasard. C'est-à-dire que cette transition démographique, c'est aussi un mécanisme de développement. Et donc, les deux sont liés. Alors, voici une autre carte qui ressemble très fort à la précédente. Qu'est-ce que c'est? C'est la carte de la vulnérabilité au réchauffement climatique. Et donc, l'injustice brûlante de ce sujet, c'est que tous ces pays à forte natalité, qui sont aussi les plus pauvres, sont aussi les principales victimes de problèmes écologiques dont ils ne sont pas responsables. Et ils en sont les principales victimes pour deux raisons. D'une part, géographiquement, pourquoi ça a passé? Géographiquement, pas de chance, ils sont plutôt aux tropiques. Et après, c'est les pays les plus pauvres qui donc ont le moins de moyens pour s'y préparer et s'y adapter. Alors, est-ce qu'on peut réduire la population, de préférence dans les pays riches, parce qu'on voit quand même que c'est là qu'il y a un impact? On peut se poser cette question. Donc, vous avez peut-être reconnu ce film où le grand méchant, qui est un méchant ambigu, il veut sauver le monde, et pour sauver le monde de la pollution de l'humanité, il dit qu'on va diviser la population par deux. Et donc, il claque des doigts et tout d'un coup, le monde devient vert. Et, c'est magique. C'est pas nouveau comme réflexion. Par exemple, le commandant Cousteau, quand on lui demandait ce qu'il voudrait faire pour l'environnement s'il avait une baguette magique, il disait « je voudrais diviser la population par 10 ». Et comment il avait fait son calcul? Il s'était dit tout le monde doit vivre comme un Américain moyen, et donc on va diviser les capacités d'absorption d'émissions de la Terre par ce que fait un Américain, et donc il faut qu'on soit 10 fois moins. Voilà. Évidemment, ça pose plein de questions. Comment est-ce qu'en pratique on peut réduire la population? On ne peut pas claquer des doigts, on va éviter de tuer des gens. La seule chose qui reste à faire, c'est de limiter la natalité. Alors, pour évaluer quel effet ça pourrait avoir, on va prendre une petite expérience de pensée. Qu'est-ce qui se passait si demain on mettait en place l'enfant unique en France? Et quand on dit enfant unique, on pense à la Chine, on va prendre un enfant unique plus dur, parce que l'enfant unique en Chine, en fait, il y a eu plein d'exceptions. L'enfant unique, c'était entre 1,5 et 2,5 enfants par femme, et du coup, c'était pas si unique que ça. Alors d'une part, on a une inertie démographique qui est très importante. Donc ça, c'est les courbes de population entre suivre le taux de fécondité actuel, 1,9 enfants par femme, et descendre le taux de fécondité. Donc l'enfant unique dur, on dit qu'il est à 1,1, et l'enfant unique en Chine, par exemple, un enfant unique doux, il était plutôt à 1,6. On voit déjà que là, il faut attendre 2100 pour diviser la population par deux. Ça a pris beaucoup de temps. On a un autre effet qui est, donc là, vous voyez en noir, c'est les émissions par âge. Parce que les enfants consomment beaucoup moins que les adultes, qui en plus sont plus riches, et donc ils ont plus d'argent pour dépenser. Et cette courbe, elle évolue. À savoir qu'aujourd'hui, on baisse nos émissions par personne autour de 2% par an, ce qui est évidemment insuffisant, mais c'est une baisse. Et dans l'idéal, on les baisse autour de 6% par an, pour atteindre l'accord de Paris et atteindre la neutralité carbone en 2050. Un enfant qui naît aujourd'hui, si on réduit ses émissions de 2% par an, on arrive à la courbe bleu foncé. On voit déjà que ça descend beaucoup. Et si on réduit ses émissions de 6% par an, on a la courbe bleu clair, et là on descend de beaucoup, beaucoup. Et donc on voit que les émissions en fait en 2100, finalement il n'y en a plus beaucoup. Et donc il y a moins de personnes, ça a en fait beaucoup, beaucoup moins d'impact. Donc ça, on le voit dans le calcul sur les émissions cumulées.
c'est ça qui cause le réchauffement, c'est pas les émissions à l'instant T, c'est la somme de toutes nos émissions de CO2. Et donc, notre courbe, notre enfant unique, il réduit un petit peu, alors moins de 10%, ces émissions cumulées. Alors, est-ce que ça vaut vraiment le coup? Vaste question. On a considéré que si on était 2 fois moins, on polluerait 2 fois moins. C'est le modèle qu'on utilise généralement. Et si vous avez écouté des vulgarisateurs sur l'environnement, comme je sais pas, Jean Covici, El Giro ou autres, ils vont toujours vous parler d'équations comme l'équation de Kaya, comme IPAT, etc. Ça pose plein de questions. Est-ce que dans un monde où on serait 2 fois moins, par exemple, est-ce qu'on fermerait la moitié des puits de pétrole? Ou est-ce qu'on irait tous en week-end à Ibiza? Aujourd'hui, on serait en fait, tout ce qu'on peut dire, c'est qu'on serait dans un monde différent. Et on serait dans un monde différent où toutes les raisons politiques pour lesquelles on ne fait pas ce qu'il faut, parce que ça fait quand même 50 ans qu'on sait que globalement, il faudrait changer beaucoup de choses et on ne le fait pas vraiment, toutes ces raisons politiques, elles restent là. Et donc dans un monde où on est 2 fois moins, c'est un monde qui est toujours inégalitaire, c'est un monde où ça reste difficile de coopérer entre États, c'est un monde où ça reste difficile de calculer à long terme, et donc tout ça, ça reste là. Autre problème, évidemment, dans les pays riches, et en France en particulier, les gens ont moins d'enfants que ce qu'ils souhaiteraient. En France, c'est à peu près 1/3 des gens qui, en fin de vie de fécondité, auraient aimé avoir plus d'enfants. C'est beaucoup. Et c'est principalement pour des raisons d'ordre socio-économique. Et après, il y a toute cette question des abus. Alors, à la suite de la bombe P et autres, il y a eu un mouvement important pour essayer d'accélérer la transition démographique, qui a donné lieu à plein d'abus partout, même en France. Il y a eu notamment à La Réunion, un certain nombre de stérilisations forcées de populations métisses. Et voilà, c'est pas un hasard. Hein. Toutes ces politiques, tous ces abus sont tombés majoritairement sur les femmes, mais aussi les minorités, les castes inférieures, les religions, etc. Et donc finalement, on ne fait que suivre les lignes de pouvoir déjà existantes de la société. Et plus largement, alors on a cette vision, c'est un autre texte fondateur de l'écologie, vous connaissez peut-être le nom, la tragédie des biens communs. Quand on a des gens des moutons par exemple dans un pré, quand on en met trop, on dégrade le pré. La conclusion de l'auteur de cet article, c'est qu'il faudrait contrôler le nombre de moutons, c'est-à-dire le nombre d'humains. Est-ce que c'est une bonne idée de considérer que l'humanité comme un troupeau, qui est le berger? Alors, ce genre de raisonnement, c'est exactement la base d'un certain nombre de raisonnements totalitaristes, du type Lebensraum, il faut qu'on ait notre espace à nous et qu'on le défende face aux autres. Et ça pose une question philosophique qui est est-ce que le problème, c'est les gens et leur existence en elle-même, ou ce qu'ils font, ou le monde dans lequel ils vivent? Bon, et évidemment, si on voit l'humanité comme un troupeau, c'est pas entièrement une surprise qu'à l'arrivée, il y ait un certain nombre d'abus. Voilà. Alors, on ne peut pas toujours appliquer l'impératif catégorique, mais j'aime bien, en préambule de tout débat sur ce sujet, rappeler que les êtres humains, la population, c'est des êtres humains, et que on aimerait bien quand même d'abord les voir comme des fins plutôt que comme des moyens. Et évidemment, la reprise un peu rapide de tout ça dans des médias grand public sans aucune discussion, j'avoue, est très gênante. On va dire quelques mots sur la question de la faim, qui était un des grands sujets là-dessus. Vous voyez, pendant que vous lisez ces mots, 4 personnes seront mortes de faim, principalement des enfants. Depuis qu'Ehrlich a écrit ça, la population humaine a doublé. La faim a en moyenne baissé. Il y a quand même eu un certain nombre de progrès. Elle n'a pas entièrement baissé, elle est même en train de remonter. On a des mauvaises nouvelles. Mais pourquoi est-ce qu'elle remonte? Non pas parce qu'on manque de nourriture, mais en fait parce que cette nourriture est mal répartie. On le voit par exemple, quand on regarde l'histoire des famines, c'est très intéressant parce qu'en fait depuis 200 ans, on a largement assez de nourriture pour tout le monde, et les gens qui meurent de faim, c'est ceux qui n'ont juste pas les moyens de d'acheter de la nourriture. Et donc on voit par exemple que les famines ont été extrêmement différenciées en fonction des régimes politiques. Il n'y a quasi pas de famine dans les démocraties. Les famines arrivent dans les régimes autoritaires, dans les colonies, et pas ailleurs. Et donc c'est ce qui fait dire à des gens comme Amartya Sen que les famines aujourd'hui sont principalement des phénomènes politiques. Quand on regarde aujourd'hui où vont les céréales de l'humanité,
la moitié va à la viande. Et donc, comment est-ce qu'on peut nourrir 10 milliards de personnes? Eh bien, on connaît les grandes lignes. Il va falloir moins gaspiller, moins manger de viande, moins faire de biocarburants et continuer le développement de l'agriculture dans les pays les plus pauvres et les moins productifs. Mais donc tout ça, on peut tout à fait le faire. C'est important notamment pour cette question de la biodiversité dont on n'a pas parlé, on a été très climat, mais la biodiversité est très liée à l'agriculture et notamment à l'occupation des sols. Et même chose sur la viande, et bien en fait, les 3/4 des surfaces utilisées par l'humanité, c'est la viande. Si on mange moins de viande, tout d'un coup, on a la possibilité, ça ne veut pas dire que c'est suffisant, ça ne veut pas dire qu'on le fera, mais on a la possibilité de libérer beaucoup de surface. Et donc, on arrive à cette conclusion un peu complexe sur ce sujet, qui est que si on voit nos ressources écologiques comme un gâteau, et ben c'est vrai que plus on est, moins en théorie on a de parts, c'est vrai, et donc moins on est, plus c'est facile de répondre à un certain nombre de problèmes écologiques, et en même temps, c'est aussi vrai qu'aujourd'hui, ces parts sont de taille grossièrement différente, qu'on n'a pas de très bons moyens pour réduire le nombre de personnes, qui a une inertie gigantesque, et que même avec les pires mesures, et que finalement, ça rate tous les mécanismes principaux qui sont des mécanismes plutôt politiques. Alors, on va passer à la question individuelle. Donc là, on a vu depuis le haut sur la société, sur la question de l'impact écologique d'un enfant. Alors, vous avez peut-être vu passer ce graphique avec un chiffre qui est un peu énorme, que avoir un enfant en moins, c'est 60 tonnes de CO2, et donc ça écrase absolument tout le reste. Qui, du coup, a donné lieu à ce genre de titre, que faire un enfant est de loin ce qu'on peut faire de pire pour le climat, et qu'il faut arrêter de faire des enfants. Et pourtant, les auteurs de cette étude ont pris pas mal de distance, et on va expliquer pourquoi. Alors, il n'y a à peu près rien qui va, à savoir déjà qu'ils comparent ce qui est un héritage carbone. Alors, qu'est-ce que c'est que le calcul de 60 tonnes? Pourquoi est-ce qu'on arrive à un chiffre si important alors que l'empreinte carbone du français moyen, c'est à peu près 10 tonnes par an? Pourquoi est-ce qu'un enfant, ça fait 6 personnes? Alors qu'en fait, ils comptent toutes les émissions futures de l'humanité à très long terme, ils somment ça, et ils arrivent à un chiffre gigantesque. Donc évidemment, ça n'a rien à voir avec ce qu'on appelle une analyse de cycle de vie, qui est un calcul à court terme des émissions liées à une consommation. Ils ont considéré pour ça que les émissions de l'humanité par personne seraient stables jusqu'à la fin des temps. Ça n'a aucun sens, hein, on a des limites de combustibles fossiles. Ils ont considéré que l'humanité s'éteindrait peu à peu, parce que c'est vrai que si on prolonge les taux de fécondité qu'on a par exemple en France aujourd'hui, l'humanité s'étend peu à peu. Est-ce que ça a un sens de penser que dans 100 ou 1000 ans, ça sera le cas? Non. Ils comparent ce choix d'avoir des enfants à un choix de consommation. Ils regardent que la consommation, et c'est vrai qu'on n'est pas que des consommateurs, on est des citoyens, on est des travailleurs, on est des êtres sociaux, on a plein d'autres axes, et celui de la consommation, c'est celui qu'on chiffre le plus facilement, mais c'est pas le seul. Et c'est une vision maximaliste de la responsabilité, où Adam et Ève sont responsables de 100% de la pollution de l'humanité, et est-ce que ça a un sens? Pas vraiment. Alors moi j'ai proposé un calcul alternatif en partant justement de cette répartition et en me disant un enfant qui naît dans une famille écolo et qui aura à la louche cette trajectoire de 6% par an, il va être autour d'une tonne par an. Donc ça vous donne un ordre de grandeur qui vaut ce qu'il vaut, hein. En pratique, on n'aura jamais de chiffres, on n'a pas de boule de cristal et ça dépend des choix. Mais ça permet de réduire beaucoup par rapport à d'autres et de voir que ça n'a absolument rien à voir et que par contre, c'est pas zéro. Alors cette courbe, elle est très importante parce que vous vous rappelez cette question philosophique de est-ce que c'est l'existence des gens qui pose un problème et pas plutôt ce qu'ils font. Elle permet de prendre en compte le fait qu'il n'y a pas d'enfants moyens. Parce que les gens qui choisissent de renoncer à des enfants, en général, ce n'est pas ceux qui vont à Ibiza tous les week-ends, pour raisons écologiques. Elle dit qu'il n'y a pas de fatalité, parce que on a différentes trajectoires possibles à l'échelle individuelle, à l'échelle sociétale, et qu'on peut distinguer des responsabilités. Peut-être que mes enfants sont responsables de leur choix d'aller en vacances à Bali, mais peut-être pas forcément du fait de devoir se nourrir, parce qu'il faudra de toute façon le faire.
Voilà. Alors, la question qui fâche, c'est évidemment, qu'est-ce qui se passe si vraiment le chiffre est si élevé? Il y a beaucoup de gens qui se sont posé des questions. En pratique, ce chiffre si élevé n'a pas de sens, parce que un enfant ne peut pas avoir un impact beaucoup plus élevé que celui d'une personne, et donc des choix qu'elle peut avoir. Et on va finir très rapidement sur la dernière question. Faire naître un enfant, c'est lui imposer le monde. Alors, si vous avez des enfants, ne regardez pas ce genre de film. Il y a plein de films catastrophes qui ne donnent absolument pas envie d'avoir des enfants et de les mettre dans ce monde. Et beaucoup de gens se posent la question. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'ils se posent la question et que finalement, aujourd'hui, on n'a pas l'impression qu'il y ait tant de gens que ça qui sautent le pas ou qui se décident à ne pas avoir d'enfants. Là-dessus, bon, il y a un débat sur les sondages. Et par contre, il y a moins de gens qui ont peur d'avoir des enfants que de gens qui pensent que le monde va s'effondrer. Ils ont quand même gardé une certaine confiance. On va passer très rapidement. La difficulté d'analyser là-dessus, c'est qu'il y a plein de raisons de ne pas avoir d'enfants. On en a parlé juste avant. Et on a une question qui n'est pas vraiment comparable forcément à les inquiétudes que pouvait avoir la génération précédente sur l'apocalypse nucléaire, sur les épidémies, etc. On a une situation qui est quand même sur l'environnement un peu différente. On a cette impression d'aller vers le mur en accélérant, que c'est, on le sait très bien, on sait ce qu'il faudrait faire, mais on ne le fait pas. Et donc, ce n'est pas exactement le même problème éthique qu'on puisse se poser. La philosophie ne nous aide pas vraiment, parce qu'on a un certain nombre de paradoxes là-dessus, en particulier que la plupart des gens qui vivent aujourd'hui ont plutôt l'air de ne pas regretter d'exister plutôt que de ne pas exister. À l'inverse, les gens qui n'existent pas, on ne sait pas s'ils aimeraient exister. Et on ne sait pas du coup si un monde avec plus de personnes c'est mieux ou si un monde où chacun vit en moyenne mieux c'est mieux. Aujourd'hui, c'est rempli de paradoxes qui ne nous aident pas. Alors, si on peut avoir un point de vue justement sur ces questions de catastrophe, eh bien celui de Pablo Servigne, qui est le grand popularisateur de la collapsologie en France, qui a choisi d'avoir un enfant en étant très conscient des risques et en disant pour moi ça aurait été un renoncement, ça a forcé à me reconnecter au temps long et de toute façon qu'il y ait ce risque ou pas, je pense qu'il faut le faire. Alors, on n'a pas de réponse. J'ai été un peu normand sur ce chapitre où malheureusement, on peut par nature pas faire de chiffres et de scénarios et de probabilités. On a quand même, je pense, quelque chose qui est intéressant, qui est qu'on peut lier ces différentes questions. C'est qu'on a différentes visions. On peut avoir deux visions du monde. On a une vision du monde où l'impact d'une personne est figé et où donc quand on fait un enfant, c'est 60 tonnes, où le monde va vers la catastrophe, parce que c'est ça que ça veut dire, et où finalement on ne peut pas faire grand-chose. Et on a à l'inverse une vision du monde où l'impact individuel, l'impact sociétal peuvent être différents, où on a des moyens d'action, et où la catastrophe n'est pas forcément écrite, et où il y a des choses à faire pour l'éviter. Voilà. Donc j'essaye de pousser vers cette deuxième vision, mais évidemment, pas de boule de cristal là-dessus.